Radio Vie Meilleure vous présente L'Homme sans masque, une émission radiophonique consacrée aux hommes, fils et époux. Chaque 4e samedi du mois, en live de 15h à 16h30, L'Homme sans masque. Il y a dans la vie des positions et des situations que l'on redoute. Personne ne veut être le dernier sur la liste. Et dans certains cas, il faut un dernier. Personne ne veut être au bas de l'échelle. Beaucoup s'accrochent à ce verset de la Bible qui nous appelle à être le premier et non le dernier. L'une des situations pires qui peut nous arriver malheureusement est celui d'être le maillon faible de la chaîne, le maillon faible d'une équipe. Pourquoi? Parce que le maillon faible constitue la force de l'équipe. Dans une équipe, il est important que chacun se sente à sa place, motivé et compétent pour garantir le bon fonctionnement de l'ensemble. Et même les rôles dits subalternes sont importants car ils garantissent la cohérence de l'équipe. Comment ferait un chirurgien sans infirmière pour lui donner ses outils? Comment un skipper peut-il faire avancer son bateau au meilleur de ses performances sans ses équipiers aguerris? Et dans son livre L'art de diriger, Olivier Lajoux écrit ceci, je cite, « Une chaîne n'a que la force de son maillon le plus faible. » Fin de citation. Le dictionnaire, lui, définit le maillon faible pour désigner quelqu'un considéré comme étant le plus fragile, le plus faible que les autres éléments de l'ensemble dont il fait partie. Et la problématique de cette émission, c'est que faire de son conjoint, de sa conjointe, lorsqu'il ou elle est le maillon faible, qu'il tire la famille, le couple vers le bas. Que faire de lui? Il devient celui qui nuit au succès ou à la réussite du couple. Que faire lorsque la panique, le remords s'installent? L'on se pose des questions du genre « Mais comment ai-je fait? Je ne l'ai pas vu venir. Dieu s'est-il trompé lorsque je lui ai demandé un conjoint? Ou m'a-t-il laissé me tromper quand j'ai fait mon choix ?» Vous êtes peut-être un conjoint ou une conjointe en difficulté. Cette émission vous intéresse. Accrochez-vous. Cette émission va vous aider. Bienvenue à l'émission L'Homme sans masque. Le thème du jour, personnalité et relations de couple. Nos invités sont déjà installés. Sandrine Joinville-Bon, merci d'être là. Merci à toi, Elle est Jean. notre médiatrice familiale. Oui, et nous avons également Monsieur le pasteur Éric Joinville. Enchanté d'être là avec toi, Jean, ainsi qu'avec nos amis auditeurs et auditrices. Et bien sûr, Maurice Valsi, notre psychologue. Bonjour Jean, bonjour chers amis auditeurs. Alors Maurice Valsi, justement, c'est avec vous que je vais commencer cette émission avec cette toute première question. Pensez-vous qu'il faut bien se connaître, faire un bilan de qui l'on est avant d'entrer en couple? Si oui, pourquoi? Alors, il est vrai que, comme nous l'avons déjà dit, la réalité de couple est une réalité importante parce qu'elle va mettre en question un certain nombre d'éléments chez l'un comme l'autre. Et donc, on ne peut pas entrer en couple avec légèreté. On entre en couple, vaut mieux entrer en couple en tout cas conscient du challenge, conscient de j'allais dire la difficulté, mais conscient de la responsabilité, les responsabilités qu'on devra prendre. Et donc, est-ce qu'on doit se connaître pour entrer en couple, faire un bilan? Si on peut le faire, vaut mieux le faire. Je conseillerais véritablement là, à l'entrée de cette émission, de le faire parce que il y a tant de défis à relever, il y a tant de difficultés que l'on va rencontrer, il y a tant de remaniements à opérer
en termes, oui, de personnalité, on va en parler, et in fine, en termes de caractère, de personne, que oui, il faut faire ce bilan. Il est important d'avoir une idée plus ou moins précise, je dis plus ou moins précise de soi, savoir qui l'on est, afin d'être capable de savoir ce qu'on est capable, ce qu'on sera capable de gérer, accueillir, comment on sera capable d'aider, de supporter, d'aimer donc l'autre personne avec qui l'on se propose de faire sa vie, de passer toute sa vie. Donc, ce challenge-là, ce projet-là est suffisamment important pour, oui, nous obliger chacun, femme comme homme, à faire un bilan de qui l'on est afin de pouvoir travailler à construire qui l'on sera. Voilà, donc il est important de faire ce bilan. Je fais ce bilan, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui me dire non, attention, il faut faire marche arrière, il ne faut pas avancer? Ce qui pourrait me dire de faire marche arrière, ou même pas obligatoirement faire marche arrière, mais d'attendre, wait and see, de travailler sur certains traits de caractère, travailler sur un tempérament, travailler sur donc ma personnalité, ça peut me pousser à m'arrêter. Mais aussi m'arrêter, attendre, revoir les choses par rapport aussi à ce que je constaterai du tempérament, de la personnalité de la personne avec qui je prévoyais d'entrer en couple, parce que l'on se rend compte qu'il y a véritablement des antagonismes, des oppositions. Mais même si ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas entrer en couple, mais ça veut dire qu'il faut travailler, savoir qu'est-ce que l'on va faire et comment on va le faire pour que l'un ne brise pas l'autre, pour que l'un ne refuse pas ne décide pas, ne se mette pas à résister, comme on le disait le mois dernier, résister à l'amour. Donc il faut prendre son temps. Et le bon temps. Et le bon temps. Mais ça peut prendre beaucoup de temps, surtout lorsqu'il s'agit de caractère. Oui, ça peut prendre du temps. Après, il y a la personnalité qui est amoureuse et la personnalité tout court. L'individu amoureux n'est pas le même qu'un individu qui ne l'est pas. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans la relation de couple, c'est à savoir, est-ce que je suis un individu amoureux, un individu qui aime en termes de partenaire, pour permettre à ce qu'il y ait relation de couple. Parce qu'on a souvent cette remarque. Tu as changé depuis que tu es tombé amoureux, tu as changé depuis que tu t'es marié, tu as changé depuis que tu es en couple. Alors, est-ce à dire que lorsqu'on a un caractère, lorsqu'on a un tempérament, une personnalité, est-ce qu'elle est vouée à changer pour faire couple? Pour faire couple. Et si elle est vouée à changer, dans quel sens? Puisque justement, ce bilan, cette auto-examination est nécessaire. Il faut se connaître pour pouvoir quelque part faire couple. Mais l'amour surprend et l'amour nous change. Donc, qu'en est-il de mon caractère? Est-ce que j'arrive à quelque part me connaître suffisamment pour voir que lorsque je suis amoureux, ben, je suis tout autre? Est-ce que je vais le reconnaître? Parce qu'il y a des personnes qui disent non, je n'ai pas changé. Pourtant, elles ont changé parce qu'elles sont devenues amoureuses, elles sont entrées en couple. Tout à fait. Donc, j'ai pris le temps de me connaître, j'ai fait un bilan. Maintenant, la personne que je vais épouser, il faut aussi que je prenne le temps de connaître cette personne. Oui. Alors, il y a tellement d'événements surprenants dans la vie qu'il y a des fois, on prend le temps ou bien on croit avoir pris le temps
Et puis finalement... on peut se tromper. On peut se tromper, hein, d'où ce que tu disais en préambule. Voilà. Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que je n'ai pas eu suffisamment d'intuition? Est-ce que quelque part je me suis trahie? Puisque fidèle à moi-même, j'avais demandé à ce que j'ai ce type ou ce type de partenaire. Et puis finalement, je me rends compte que j'ai changé et que l'autre aussi a changé. Donc oui, se connaître, c'est quand même une base qu'il faut relever et connaître l'autre aussi, autant que faire se peut. Pensez-vous que l'on peut se tromper au point de devenir aveugle? On dit que l'amour rend aveugle. L'erreur est humaine, hein? Pourquoi pas être... ça arrive d'être aveugle. L'amour fait que certaines fois, on est aveugle. Et il y a l'individu qui a le discernement et l'individu amoureux qui perd son discernement. Mais parfois, on se dit qu'il va changer ou elle va changer en chemin. Et on avance quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on apprécie chez quelqu'un, on aime bien sa personnalité, mais après ça, au niveau de son caractère, il y a des choses à revoir. Hein, et on fait valoir beaucoup plus la personnalité et on fait quitus du caractère. Mais après, quand on doit se connaître avant, certes, on doit se connaître, mais on ne se connaît pas totalement. On se connaît en fonction des événements de la vie. C'est dans l'épreuve qu'on se connaît. C'est face à l'autre qu'on se connaît. Quand on vit une solitude qu'on se connaît, on sait comment on réagit. Mais même si on a l'habitude de fréquenter certaines personnes, côtoyer certaines personnes, même à la maison, on sait comment on réagit vis-à-vis du frère, de la maman, du père. Mais après ça, tu peux réagir vis-à-vis d'une amie, certaines façons, tu sais comment tu vas réagir, mais peut-être quand cette amie deviendra ton épouse ou ton époux, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas faire face à quelqu'un que tu ne connaissais pas, que tu vas apprendre à connaître, mais maintenant, c'est ta réaction que tu vas devoir apprendre à connaître face à cette personne que tu ne connaissais pas. Donc, finalement, pour pouvoir s'engager, il faut se connaître, il faut savoir qui on est, comment on réagit, mais avec cette entre parenthèses pour savoir que voilà, je ne me connais pas totalement. C'est les événements de la vie, ce sont des personnes de la vie qui me rencontrent, qui me permettent de pouvoir me voir. Et quand on regarde à l'origine, quand Dieu va créer Adam, Dieu va lui donner un vis-à-vis. Or, le vis-à-vis, c'est celui qui te permet de te connaître, de connaître tes limites, de te voir comment tu es. Donc, c'est important de pouvoir aller au-devant pour pouvoir se connaître et surtout dans ce contexte de couple, le mariage, faire lien, c'est important de pouvoir faire cette expérience. Bon, ceux qui ne peuvent pas le faire, ceux qui ne veulent pas le faire, ce n'est pas un problème. Mais je veux dire quelque part, nous tous, quand nous sommes en relation avec certaines personnes, eh bien, les gens nous apprennent à nous connaître. Alors, Maurice Valsi, est-ce que le niveau social de la personne élevé suffit? Suffit à quoi? Pour se marier, pour avancer. Bon, les gens se marient dans tous les niveaux sociaux. Ils se marient dans tous les niveaux sociaux et le mariage étant une aventure vraisemblablement de développement, une aventure d'acquisition, quelle que soit la personne avec le niveau social au niveau, on parlera même de niveau mental, niveau cognitif, la personne peut se développer par le fait de la vie de couple. Maintenant, la personnalité, en termes de définition, c'est un ensemble de dispositions individuelles qui vont caractériser la personne et qui vont la différencier des autres. Et cela va la différencier dans sa manière d'agir, dans sa manière de penser, dans sa manière d'interpréter la réalité, mais et de sa manière aussi de vivre les émotions. Donc, je parlais de caractériser. Dès lors, on a aussi le caractère. Le caractère se construit comment? Le caractère se construit à partir d'un certain nombre d'habitudes. Les habitudes se construisent comment? Les habitudes se construisent à partir des comportements.
les comportements se construisent comment? À partir des façons de penser. Nos façons de penser se construisent comment? À partir de nos croyances. Et ces croyances se construisent comment? À partir de notre héritage éducatif, social, culturel, de tout cela. Ce qui veut dire que la personnalité va être, in fine, la résultante d'un certain nombre d'éléments biologiques, mais aussi d'éléments acquis dans le contexte familial, contexte social, et qui va construire un individu en réaction à, dans une dualité par rapport à son environnement, par rapport aux autres personnes. Donc, en fait, la personnalité, c'est ce qui va dire qu'un tel individu est totalement différent de tel autre. Et donc, finalement, on joint deux individus qui sont, comme on le disait l'autre fois, le mois dernier, qui sont en opposition, qui sont différents ou presque en opposition. Et le niveau social, quel qu'il soit, ne va pas faire que l'individu va échapper à cette différenciation. Quel que soit le niveau social, on va être dans cette différenciation et quel que soit le niveau social, il va falloir passer par ce travail dont nous avons parlé de résistance ou de refus de résistance afin de faire couple. Alors, nous avons tous nos humeurs, nous avons tous nos tempéraments, nous avons tous nos façons de voir la vie. Et on peut bien se marier, c'est très beau, et le lendemain, c'est le choc. Maintenant, comment ça va se faire pour se souder, pour s'allier? Pasteur Joinville, dites-moi comment ces différents tempéraments vont faire pour s'unir, pour se réconcilier, pour s'unir, pour avancer? Tout d'abord, je pense que il faut se rappeler pourquoi on s'est marié. Pourquoi on s'est marié, et c'est parce qu'on s'aime. Après, il va falloir faire la différence entre les objets et le sujet. Celui qu'on aime, c'est le sujet. C'est le sujet. Et les objets, c'est ce qui se passe, ce qui vient s'accrocher au sujet. Et quand on se rend compte que, voilà, on s'est aimé, on ne s'est plus, on s'est marié, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est fait dans quelques semaines. Ça, c'est le rêve hollywoodien. D'accord? Et on se rend compte, on va se marier tout de suite. Mais quand ce qui est conseillé aux individus, quand ils se rencontrent, c'est d'apprendre à se connaître pour savoir avec qui est-ce qu'on veut faire notre vie. D'accord? Donc, on conseille toujours les individus, avant de se marier, de pouvoir prendre du temps pour pouvoir se connaître. Alors, quand on se réveille après le mariage, la lune de miel est passée, et maintenant commence la vie du couple. La réalité. D'accord? La réalité, mais ensemble, parce qu'avant, on se fréquentait, on apprenait à se connaître, mais on ne dormait pas dans le même lit, on ne dormait pas dans la même maison, d'accord? On ne partageait pas le même budget, on ne partageait pas la même assiette, etc. Il y a plein de choses qui vont se passer quand on va se mettre en couple. Et comme on s'est dit tout à l'heure là, qu'on doit apprendre à se connaître, on apprend à se connaître quand on est enfant, on demande à nos parents même comment je suis, ou bien c'est eux-mêmes quelquefois qui nous disent comment nous étions quand nous avions tel âge, etc., et comment nous avons progressé. Et l'homme se trouve dans une progression vraiment perpétuelle. Et chaque instant qui passe avec la personne bien-aimée, eh bien, c'est un instant qui va nous apporter des défis pour que nous puissions apprendre à connaître, mais aussi vivre ensemble. Parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas totalement, et la personne qui est en face de nous, c'est chaque jour qui viendra qui nous permettra de le connaître. Alors là, maintenant, ce qui nous a motivés de pouvoir nous unir, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir réfléchir comment conjuguer maintenant. Comment conjuguer, qu'est-ce qu'il faut faire, comme on a dit le mois dernier, d'accord, pour pouvoir ne pas résister, comment pour s'emboîter ensemble, pour pouvoir construire
Parce que deux individus qui se mettent ensemble pour construire, c'est un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir vouloir cela. Maintenant, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile et ça s'apprend. Alors maintenant, il faut chercher les éléments, qu'il faut les outils pour nous permettre, et on va développer ça au fur et à mesure, pour nous permettre de pouvoir construire ensemble maintenant qu'on est face à la réalité. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se marier, qui trouvent des propositions, mais elles ne répondent pas parce qu'elles visent la perfection. La perfection. Et c'est une bonne chose, la perfection chez l'autre. Oui. Elles visent d'avoir un mari parfait. Et ne trouvant pas, elles restent là. Oui. Est-ce normal? Va-t-on trouver quelqu'un de parfait sur cette terre? Que faire? Parce que là, elles veulent vraiment de quelqu'un, elles veulent épouser quelqu'un, mais pour eux, il faut que cette personne réponde à des critères. Mais le niveau est tellement élevé qu'elles n'en trouvent pas. C'est surtout aussi, par rapport à ce que tu dis, Jean, est-ce que je vais chercher un mari patient, par exemple? Est-ce que je vais chercher un mari qui va m'aimer malgré mes erreurs? Souvent, dans la recherche du partenaire idéal, c'est un partenaire qui, lui, va m'accepter comme je suis. C'est-à-dire qu'il ne va pas m'inviter à changer. C'est ce que tu disais avec Moïse tout à l'heure. Le mariage va nous permettre de nous voir, d'évoluer, d'avancer. Et certaines fois, dans le partenaire idéal, on cherche un partenaire qui ne va pas faire de nous quelqu'un qui va changer. Mais on n'est pas dans n'importe quel contexte, on est dans un contexte dit amoureux, où l'amour vraiment, quelque part, certaines fois, nous désinhibe ou nous inhibe. Et Moïse l'a bien expliqué, réveille en nous des schémas, des traumatismes, des croyances, etc. Et dans la relation de couple, il y a des surprises qui sont là. Et l'idéal que l'on recherche fait que, en fait, ce genre de surprise, on essaie de ne pas devoir les gérer. Puisque comme il va être le partenaire idéal, ou elle va être le partenaire idéal, alors elle ne va pas m'inviter à changer, à questionner sur ma personne, mais m'inviter, moi, à toujours revoir quel est l'idéal que j'avais, et à ce moment-là, dire, ben oui, je me suis trompée, parce qu'en fait, je croyais que c'était lui le bon, et puis finalement, non, il n'est pas bon. Mais quand tu regardes bien finalement par rapport à ce que tu dis à la question de Jean, on cherche le partenaire idéal. Mais on cherche le partenaire idéal, pourquoi? C'est face à nos faiblesses. Hein? C'est ça. Mais oui, parce que si je cherche un homme qui est patient pourquoi? Parce qu'il devrait être patient vis-à-vis de ma personne. Parce que j'ai pas l'intention, enfin, j'ai des choses à revoir chez moi. Et je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour pouvoir changer. Donc, il va falloir qu'il soit patient envers moi. Parce que la patience, c'est une qualité, c'est une valeur que tu possèdes face à quelque chose qui mérite de la patience. Comme certains repas, on dit, ce repas-là mérite une bonne prière. Parce que, voilà. Il n'y a pas peut-être l'aspect qu'on espérait. Donc, on prie pour que ça puisse bien se passer. D'accord? Donc, ça, c'est une petite... Mais tout ça pour dire que, finalement, l'idéal que nous cherchons, l'homme parfait, la femme parfaite, on se rend compte qu'on cherche une personne parfaite et idéale parce que nous avons un problème. Nous sommes dans l'imperfection nous-mêmes. Donc, on cherche quelqu'un qui va pallier à nos faiblesses. Donc, si nous cherchons quelqu'un ainsi, alors, posons-nous la question, celui que nous allons trouver, comment il va vouloir être? Parce qu'il aura des défauts. Il aura des défauts. Cette personne n'est pas consciente. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas consciente de ses faiblesses. Mais justement, parce que ce manque de conscience de soi, ce manque de conscience sur soi, va générer justement une projection sur l'autre.
C'est-à-dire, on va demander à l'autre de porter nos faiblesses, de les porter, de répondre à celles-ci et pour faire en sorte que finalement que tout aille bien. Et on va trop demander à l'autre. Et pour moi, personnalité et relation de couple pose cela. Quelle personnalité ai-je? Et quelle personnalité qui serait la bonne dans la relation de couple? En fait, il n'y en a pas spécialement de bonne pour la relation de couple, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que la relation de couple va demander un travail sur ma personnalité. Elle va l'obliger. Elle ne va pas l'imposer, mais elle va l'obliger quelque part, parce que si je ne suis pas dans cette logique-là, ça veut dire que ce serait à l'autre, ou nous serions déjà parfaits, n'ayant rien besoin. Alors que nous sommes de fait, comme nous l'avons dit dans l'autre émission le mois dernier, nous sommes des de fait opposés. Et donc, il y a un travail de perfection, en fait de parfaire, pour parfaire la jonction. Ce travail-là doit être mené et nous devons accepter de mener. Et donc, la personnalité qui serait la typologie de personnalité qui serait la personnalité intéressante pour la relation de couple, ce sont toutes ces personnalités, toutes ces personnes donc, et pas ces personnalités, toutes ces personnes avec leur personnalité qui accepteraient d'être parfaits. Je dis bien d'être parfait, c'est-à-dire d'être travaillé à la perfection, d'être transformé. Et à partir du moment que je suis dans une logique rigide, une logique où moi je sais et toi tu ne sais pas, ou comme je sais, c'est comme ça qu'il faille faire, en fait, je ne suis pas dans une logique de relation de couple, je suis dans une logique d'imposition de relation. Et là, effectivement, il y a nécessité pour nous de nous interroger sur là où nous en sommes. Non, mais ce que tu dis là, c'est vraiment important là. C'est vraiment important parce que on cherche l'idéal chez l'autre. Et si j'ai bien compris, en cherchant l'idéal chez l'autre, on devrait d'abord faire un bilan de soi. Et c'est parce que chez soi, on a un souci. Oui, parce que nous sommes, Eric l'avait dit aussi dans l'autre émission, nous sommes dans cette même situation. Nous sommes des personnes marquées par le péché et donc des personnes faillibles. Et à partir du moment que, tant que l'on ne prend pas conscience de cet état-là, en tant qu'homme, en tant que femme, en fait, on va entrer en difficulté dans la relation de couple. Tant que l'on n'a pas cette humilité de dire que moi j'ai besoin, moi je suis en difficulté et quelque part on va travailler ensemble et que l'autre a besoin de la même façon que moi, donc on risque de générer plus de difficultés qu'autre chose. En fait, celui qui aime, l'homme ou la femme qui aime, doit avoir cette aptitude afin de pouvoir faire couple et vivre la relation. C'est ça en fait. Et cette aptitude, elle se travaille in situ. Elle ne se travaille pas seulement, on prend conscience de ce besoin-là avant, en amont, mais ça ne se travaille in situ. Ça ne se travaille pas avant. C'est dans les difficultés, dans la confrontation avec l'autre que l'on va véritablement être transformé. Donc il y a un constat, un désir, envie et une acceptation de transformation. Si je n'entre pas dans cette confrontation, je ne vais pas changer. Mais non, pourquoi changer? Mais qu'est-ce qui va le faire? Qu'est-ce qui va occasionner? Qu'est-ce qui va déclencher? Puisqu'il n'y a pas de confrontation, c'est-à-dire il n'y a pas le vis-à-vis dont nous parlions tout à l'heure. Il n'est pas là, l'autre n'est pas là, l'autrui contraire, l'opposé là, n'est pas là. Donc il ne peut pas y avoir cette personne qui refuse d'aller plus loin, d'emboîter le pas, reste dans son état initial. Non. Non, je pose la question. Très souvent, on entre en couple, très souvent, malheureusement, pas tout le temps, heureusement, mais très souvent on entre en couple sans vouloir, sans prendre conscience qu'il va falloir effectivement, c'est un cheminement et qu'il va falloir en fait, oui, avancer, sortir de nos zones de confort. Il faut pas oublier le contexte. Il faut pas oublier le contexte. C'est-à-dire que même si je suis prêt ou même si je suis en construction,
en devenir. Hein? Quand je suis amoureux, quand je suis en couple, je ne suis plus le même. Donc, si je ne suis plus le même, je vais avoir un autre devenir. Parce que l'objectif, c'est être en lien entre partenaires. Tout à fait. OK? Donc, dans ce être en lien entre partenaires, moi, je n'entends pas dans ce que tu dis, Moïse, le droit à l'erreur, par exemple, la transformation de l'un et de l'autre, la construction. J'ai toujours entendu, c'est l'homme qui fait la femme, c'est la femme qui fait l'homme. C'est-à-dire que vraiment, on est là, on a un individu, et puis quand on se met en couple, il y a une essence qui se met là, c'est le couple. Le couple est en train de naître. C'est une nouvelle entité. Donc, oui, mais justement, le fait d'être en couple permet d'avancer, permet de s'améliorer, mais si on ne se met jamais en couple... Non, ben, il peut y arriver de ne pas se mettre en couple, ça n'empêchera pas la construction de l'individu. Oui. Parce que ce n'est pas systématiquement... Si cette personne s'est remise en cause, a fait un bilan. Pas obligé, pas obligé. C'est-à-dire que l'auto-examination, elle ne vient pas simplement par le bilan. Elle vient de fait, des fois. Tu t'auto-examines parce que la situation fait que tu dois analyser tout de suite qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et puis certaines fois, tu n'as même pas les éléments pour faire ce raisonnement-là. Donc, ce n'est pas évident. Mais et lorsque tu es en couple, tu as quelqu'un qui normalement t'aide à te construire, qui t'aide à raisonner. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut arriver dans un couple immature, ne sachant pas cuisiner, ne sachant pas laver, voilà, hein, plusieurs choses. On a juste appris, comme expliquait Moïse, à avoir des bases, à être, comment on va dire, construit en fonction de croyances, de schémas, et ça va faire de nous quelqu'un. Et puis finalement, on a en face de nous une autre personne. Et on ne sait pas où on est. Et souvent, on aime dire, autre que c'est la femme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la femme. Il faudrait mettre en place une déconstruction pour une reconstruction. Mais ça encore, c'est ce couple-là qui est en train de naître, qui va aider l'un et l'autre à se construire. Et à se déconstruire d'abord. À se déconstruire, certaines fois, c'est un constat personnel. D'accord. Parce que je n'ose pas toujours parler à mon partenaire et à mon conjoint et lui dire, écoute, tu sais, ça m'a fait mal de te pardonner, ça m'a fait mal de... je n'ai pas l'habitude de dire bonjour le matin. Maintenant, comme disait Eric, je ne dors pas tout seul. Il faut que je dise bonjour le matin. Mais on n'ose pas toujours le dire. Pourtant, on est en train de changer. On est en train de se construire. Et puis, un jour, on se rend compte qu'on dit bonjour le matin. C'est pas toujours évident parce qu'il s'agit de la complexité humaine. Mais c'est surtout ce qui est important à relever, et c'est pour ça que j'ai dit à Moïse, je ne vois pas l'espoir. Oui, en continuant ce que Sandrine dit, tout à fait, la ce que j'aimerais apporter comme élément pour permettre à l'échange, hein, on a personnalité et relation du couple. Quand on regarde la définition de personnalité, c'est une combinaison de caractéristiques émotionnelles, d'attitudes et de comportement d'une personne. Et on sait que l'enfant est appelé à développer sa personnalité. Ce qui l'aide à développer sa personnalité, ce sont les éléments de vie. Puis son enfance, adolescence, quand il grandit, jeune adulte, etc. Après, est-ce que tout le monde est obligé de se mettre en couple pour développer sa personnalité? Non, parce qu'il y a des personnes qui sont célibataires à vie. Ça ne les empêche pas de développer leur personnalité. Pourquoi?
Parce que ce sont les événements de la vie qui lui permettront de pouvoir développer sa personne. D'accord? Tout ce qu'il rencontrera. Une chose qui aide à développer aussi et à connaître la personnalité, c'est le mariage, c'est le couple. Pourquoi? Parce qu'on va vivre avec quelqu'un qui nous va faire vivre des moments, faire vivre des moments vraiment spéciaux, d'accord? L'émotion va sans doute être là, etc. On va vivre plein de choses. Et ça va nous permettre de pouvoir développer notre personne. Après ça, il faut faire la différence entre personnalité et caractère. Eh bien oui. Caractère. Et quand on regarde par exemple l'apôtre Paul, c'est un homme qui, au départ, c'était un fervent homme, qui judaïsait et qui aimait Dieu, mais on pense qu'il était fiancé. Et quand il sera appelé par Dieu, quand il verra ce qu'il va imposer à une femme par ses absences, etc., il va préférer ne pas continuer. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'est pas marié qu'il ne va pas développer sa personnalité? Et nous remarquons dans sa vie, il a des réactions assez bizarres vis-à-vis de certaines personnes. Mais ces événements, par la suite, lui permettront de pouvoir changer, vivre autrement, se connaître, développer sa personnalité, afin que son caractère soit différent. Et nous voyons quand deux personnes se mettent en couple, eh bien, c'est la personne qui est en face de l'un l'autre permettra à l'autre de pouvoir développer sa personnalité, afin que le caractère soit un caractère qui est assez agréable ou pas agréable, puisse changer, puisse devenir différent. Pourquoi? Parce que Dieu appelle l'homme à transformer, à avoir un caractère assez spécial, développer son caractère. Mais pour ça, nous avons tous notre personnalité qui se développe face aux événements de la vie et aux gens que nous rencontrons. En fait, le caractère va teinter la personnalité. Vous avez, bon, je prends un exemple. En fait, le caractère va dire nos manières de réagir, en fait. De réagir, d'être face aux événements dont parlait Eric. Et la personnalité est teintée par le caractère. Le tempérament, les tempéraments, il y a 4 grands types de tempéraments. Les tempéraments vont être beaucoup de l'ordre de l'émotionnel. L'émotionnel, parce qu'en fait, c'est une appétence, je dis appétence, une capacité, une façon d'être vis-à-vis dans notre vie. Tempérament colérique, tempérament sanguin, tempérament mélancolique ou flegmatique. En fait, ça c'est de l'ordre de l'attitude et de la teneur émotionnelle de la personne. Timique, on va parler de sa timide. Tandis que son caractère, en fait, on va dire par exemple de quelqu'un qu'il est généreux, qu'il est doux, qu'il est altruiste. Et ça, c'est son caractère. Et ces deux éléments-là, en fait, ensemble, caractère, tempérament, va définir la personnalité. Qui est cette personne? Et là, dans la personnalité, on va dire qui elle est, cette personne. Les autres vont dire qui elle est. Et ça, autant le caractère que le tempérament, que donc la personnalité, ce sont des réalités individuelles qui ne sont pas figées. Le tempérament peut changer, le caractère peut changer, et donc la personnalité peut changer. Et donc, nous sommes donc en plein système d'influence, en plein système, certaines fois, de manipulation. D'accord? Mais on ne va pas aborder ce volet-là. Mais système d'influence, parce qu'on va accepter que ceci ou que cela nous influe, ou on va se rendre compte ou pas que ceci ou que cela nous influence dans tel ou tel sens et nous amène à réagir ou à agir de telle ou telle façon. À partir du moment que je suis capable justement de poser ce regard et de regarder comment moi je réagis, j'agis dans tel ou tel type de situation, ça veut dire que je suis attentif. Et l'individu doit apprendre à être attentif. Celui qui décide d'être en couple doit être un homme, une femme qui est aussi attentif
à lui-même. Si je suis attentif qu'aux autres, ça veut dire que le repère, c'est que les autres. Le problème peut ne venir que des autres. Ou la solution ne peut venir que des autres. Et donc, moi, je reste là, dans une position un peu inamovible, alors que j'ai aussi, moi, comment dirais-je, quelque chose à porter, j'ai aussi un mouvement à avoir. Et la personnalité et relations de couple pose vraiment la question de ma capacité, de notre capacité à nous interroger, nous, aussi à interroger les autres et à interroger ce lionnage-là, ce mélangeage, pardonnez-moi du néologisme. Oui, et alors, du coup, une question me vient. Oui. Lorsque, pendant que Moïse parlait, j'étais en train de réfléchir que on est dans la relation de couple, n'oublions pas qu'on est dans un contexte amoureux, un contexte d'amour, qui fait qu'on va construire, on va devenir, on va faire couple. Mm-hmm. Il y a aussi le contexte de désamour, qui aussi change l'individu. Mm-hmm. Alors, la question, c'est, quand je remarque que je change, en bien ou en mal, comment cela impacte sur ma relation de couple et comment aussi je peux justifier le changement de comportement. Parce que tu étais en train de dire, Moïse, que certaines personnes vont dire que c'est comme ça, il faut faire ou pas, et puis finalement, il faut aimer. C'est comme ça qu'on va aimer dans la relation de couple. Et certaines fois, le tempérament qu'on a, le caractère que l'on a, n'est pas en cohérence avec la façon dont je dois aimer l'autre. L'autre, le partenaire, qui lui aussi est d'un autre tempérament, un autre caractère. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines fois, il y a c'est pas un paradoxe, c'est une confusion. Il y a une confusion entre ce que j'ai appris de comment aimer le conjoint, femme ou homme, et ce que je suis. Oui. Par exemple, un père, c'est lui qui va chercher les enfants à l'école. Dans une autre famille, un père ne va pas chercher les enfants à l'école. Peut-être ça peut être pour le linge, etc. Et alors, à ce moment-là, dans ma famille où le père va chercher les enfants à l'école, et peut-être dans la famille d'Éric où le père ne va pas chercher les enfants à l'école, moi je vais dire, tu n'as pas les traits de caractère d'un père. Tu n'es pas l'homme que j'attendais comme étant mon mari et le père de mes enfants. Et lui qui a appris à m'aimer comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des traits de personnalité, on va dire, un père ne va pas chercher ses enfants à l'école, il va être en litige. Et finalement, le couple, en termes de lien, est en difficulté. Donc, quelque part, c'est que faire justement avec ces différences, cette complexité, puisque le tempérament et le caractère m'obligent à certaines attitudes, alors que le partenaire en attend d'autres. Tout à fait. Vous nous avez bien défini la différence qu'il y a entre le tempérament et le caractère, ces deux éléments qui définissent la personne. Maintenant, est-ce une bonne chose de se dire, tiens, je l'épouse, mais j'ai l'intention de le changer, je vais le changer? On ne change pas les gens déjà. On ne change personne. Personne ne change personne. D'accord. Et ça, il faut bien comprendre ça avec nos amis auditeurs. Non, mais c'est important parce que beaucoup de personnes n'ont pas la faculté de Personne n'a la faculté de changer personne. Par contre, l'individu, homme ou femme, qui va changer,
qui change, c'est parce que cette personne-là aura accepté de passer outre, de passer à autre chose, de vivre autre chose, de devenir quelqu'un d'autre. Et donc, lorsque l'on a le projet donc, de changer l'autre, ce n'est pas... Il peut être noble, ce projet. Parce que le changement que l'on voit, qu'il pourrait y avoir chez l'autre, peut être un changement utile. Mais ce n'est pas notre job dans le sens où on n'a pas cette capacité et dans le sens où on est en train d'influencer, de manipuler l'autre selon notre vision. Par contre, si l'autre me dit « je voudrais changer », j'aimerais que tu m'aides. Là, on est dans quelque chose. L'autre, il y a une volonté qui s'exprime et il y a un désir de changement. Donc, le changement est possible. Le changement est possible, mais ce changement-là, il doit être volontaire. Il doit être désiré par l'individu qui change. Après, par rapport à ce que disait Sandrine dans sa question, nous sommes face à une réalité. La réalité comme quoi il y a deux individus qui sont là, pétris dans quelque chose qui fait leur histoire, qui fait leur identité. C'est ça. Ça, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qui va permettre que ces individus puissent véritablement être bien ensemble, sachant qu'ils ont deux personnalités, donc deux constructions intrinsèques différentes. Ben, oui, l'amour, mais l'amour ne va pas changer leur caractère. Ce sont véritablement deux individus qui vont accepter, encore une fois, d'entrer dans du changement, mais pour le meilleur de chacun. C'est-à-dire que si j'ai un caractère égocentré et j'entre en conjugalité, je n'aurai pas envie que l'autre puisse me faire comprendre que je dois lui donner, je dois faire pour elle, parce que je suis tourné vers moi. Je vais demander à l'autre de se tourner aussi vers moi. Tout doit aller dans mon sens, parce que j'ai un caractère égocentré. Ça, c'est un caractère qui va mettre en difficulté la question de la relation de couple. Et même si, d'aventure, par exemple, l'autre avait le même caractère égocentré, ce serait encore pire. Un peu, on parlait des forces. Les mêmes forces, on va s'éloigner l'un de l'autre. Deux forces différentes, la femme, on va prendre la femme, qui a un caractère altruiste, l'homme a un caractère égocentré. On disait, Eric prenait bien l'exemple, il va falloir que l'un vienne vers l'autre. Que celui qui a le caractère altruiste, il va devoir venir vers l'autre. Mais, pour que ça fonctionne encore, il va falloir aussi que celui qui a le caractère égocentré puisse prendre conscience que son caractère met en difficulté. Il y a un changement, alors. Non, attends, que son caractère met en difficulté. Prise de conscience. Mais après, ça ne veut pas dire que les choses ont changé. Ce n'est pas parce qu'il a pris conscience que ça a changé. Ça commence comme ça. Oui, ça commence par cela. Maintenant, il va falloir que cette personne accepte de changer et qu'elle cherche maintenant comment vivre autre chose. Elle voit peut-être comment vivre autre chose au regard de l'autre qui est dans cette logique altruiste. Mais comment tu fais? Qu'est-ce qui fait que... Et en fait, on va ensemble maintenant marcher sur une autre voie, sur un autre chemin pour devenir ensemble un couple différent. Et c'est toute la dialectique pour moi de l'amour, la dialectique de la relation de couple qui demande à chacun de se réinterroger, et ceci presque, je ne dirais pas quotidiennement, chacun son rythme, mais régulièrement sur lui-même, mais en fonction justement des événements et des défis qui vont se poser au couple, en fonction des événements et des défis qui vont se poser à l'individu, et en fonction aussi de son histoire, parce qu'on a des backgrounds et on doit pouvoir interroger cette histoire parce qu'elle est certaines fois teintée de traumatisme, et savoir que oui, là, il y a quelque chose là qui m'est difficile, qui m'est important, qui est sensible, et peut-être que cela
génère dans mon couple des difficultés. Et donc, c'est dans quelle mesure j'ai une personnalité. Je suis une personne un peu, je ne dirais pas malléable, mais souple, prête à entendre, prête à comprendre, prête à composer. C'est la question de la composition qui se pose. Et nous sommes de plus en plus pétris rigides. Nous sommes de moins en moins pétris souples. Et il y a nécessité, je crois, aujourd'hui, de comprendre que j'ai besoin d'être un homme souple. Mais ce n'est pas pour qu'on fasse ce qu'on veut de moi. Hein. J'ai besoin aussi d'être une femme, une épouse souple. L'homme et la femme souple composent beaucoup plus facilement qu'un homme rigide avec une femme rigide ou qu'un homme... Voilà. Alors, permets-moi d'intervenir concernant le changement. On n'a pas projet, quand on se met en couple, on peut l'avoir aussi, de changer l'autre. Non. On peut l'avoir. Certaines personnes peuvent avoir... L'ont souvent. Non, de changer l'autre. Ils veulent le faire. Certaines personnes le veulent, d'autres, au contraire, ne veulent pas changer l'autre. Ils veulent que le conjoint reste toujours tel qu'ils l'ont connu. Je voudrais juste rebondir sur le « personne ne change personne ». Je pense que les gens changent lorsqu'ils vivent ensemble. Ils se côtoient. Maintenant, est-ce qu'on change dans un mauvais sens ou est-ce qu'on change dans un bon sens? Maintenant, qu'est-ce qui est mis en place pour le changement? Et je rejoins Moïse tout en nuançant. C'est-à-dire que le changement que j'envisage pour l'autre est-il égocentré? Est-ce qu'il est pour me servir? Tout à fait. Ou le changement que j'envisage pour l'autre est-il pour faire grandir l'entité couple aussi, non seulement l'autre, mais aussi le couple. Et c'est là où je dis, oui, lorsqu'on est en couple, on change. Même si c'est involontaire, même si c'est inconscient, même si c'est volontaire ou conscient, ce que je suis en tant que jeune mariée, je ne le serai pas lorsque j'aurai 10 ans ou 20 ans de mariage. Parce que le fait que j'ai vécu avec un partenaire, que j'ai eu des enfants, oui, j'ai changé. Et merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir mis en face de moi quelqu'un qui m'a aidé à changer, qui m'a aidé à grandir. Le problème et la difficulté vient dans la non-acceptation du changement. Alors oui, on change. Oui, on permet à ce que l'autre change. Maintenant, c'est dans quelle progression? On en a parlé, enseigne-moi l'amour. Dans quelle continuité? Dans quelle compréhension? Avec quel outil? Parce que, justement, mon couple, qui était un bébé de 1 jour, 2 jours, quand il prend 25 ans, ben, on a grandi, on a appris. Un exemple tout simple. Je ne prenais jamais l'autoroute. Jamais je prenais l'autoroute parce que j'avais peur des camions. Et c'est vrai que quand tu roules, le camion, il y a un moment, il y a une aspiration. Donc, il faut aller tout droit. Oui. Et je ne prenais jamais l'autoroute parce que j'avais toujours l'impression que les camions venaient sur moi. Et puis voilà, un jour, Eric, il me dit, surtout que je dois aller travailler, je dois faire 30 ou 40 minutes d'autoroute. Eric me dit, tu pourras le faire. Mais moi, ça me fâche. Ça me fâche parce que j'ai peur. J'ai besoin d'avoir un chauffeur à mes côtés qui me rassure ou bien qui me conduise. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait, monsieur travaille, donc il faut que j'aille moi aussi travailler. Je prends ma voiture et j'affronte, on va dire, ces camions. J'affronte l'autoroute. C'était surtout ça, l'autoroute. Et je me dis, c'est vrai qu'il m'a fâchée en me disant, je peux le faire. Tu vois?
Mais finalement, il me montre que les capacités que moi, je ne connais pas de moi, il les connaît de moi. Finalement, je prends l'autoroute. Et quelque part, dans le couple, c'est de se dire, est-ce que tu vas faire de moi une meilleure version de moi, pas pour toi, ta fierté. Pas pour te gosser. Voilà, mais pour construire notre couple et pour me construire aussi quelque part. Et ça se passe continuellement dans le couple en fonction de nos personnalités, de notre caractère, de notre tempérament. Trois choses, juste par rapport à ce que Sandrine dit et ce que Moïse a dit. Un exemple par rapport à ce que Moïse a dit. L'exemple de Abigail et Nabal. OK? Elle vivait avec son mari et elle n'a jamais pu changer son mari. Cependant, un jour, elle rencontre David qui a l'intention d'aller tuer Nabal et toute sa tribu. D'accord? Elle parle à David. Elle agit d'une certaine façon aussi. Elle influence David. David tombe amoureux de cette femme parce que sa façon de faire a changé ses motivations. Ouais, ça l'a touché, ouais. Tu vois? Et il ne va pas prendre cette femme pour elle. Il va attendre. Bon, quand il a su que son mari est mort, il lui a proposé de pouvoir la prendre pour femme parce qu'il est roi. D'accord? À l'époque, on avait certains privilèges. Maintenant, si tu veux, il faut être roi. Oui. Mais continuons. Alors, et on voit que durant toute la vie de Nabal et Abigail, qui ont vécu ensemble, Nabal a toujours agi comme un fou. Et d'ailleurs, son nom était fou, folie. Et sa femme, qui est remplie de sagesse, n'a pas pu changer ce qu'il était. Pourquoi? Parce que Nabal n'a sans doute pas laissé sa femme l'influencer au niveau de sa vie. Cependant, David, qui se trouve dans une telle colère, va se laisser influencer par cette femme et David va changer de caractère. Pourquoi je dis ça? Parce que par rapport à ce que Moïse a dit, quelquefois on peut vivre avec certaines personnes et la personne ne va jamais changer. Parce que en ce qui concerne le cœur, on n'a pas la capacité de pouvoir changer le cœur. Cependant, on peut influencer certaines personnes. Et Sandrine a parlé de cette influence que j'ai eue sur elle pour qu'elle puisse prendre l'autoroute. Mais c'est tout un accompagnement, c'est toute une patience, etc. De pouvoir quoi aussi et conseiller la personne pour que la personne puisse raisonner ensemble et pour permettre le changement. Maintenant, regardez quelque chose. Vous allez lire le livre d'Apocalypse et à partir du chapitre 2, il est présenté les 7 églises d'Apocalypse. D'accord? Et ces 7 églises, c'est la même église de Dieu à différentes périodes. Bon, c'est vrai que localement, ces églises ont existé. D'accord? Il y avait Jean leur envoyé la lettre, ces églises. Mais après ça, ce sera une église du Christ symboliquement dans le temps. Et vous allez lire au début, vous allez voir qu'il y a des reproches qui sont faits à cette église. Dieu fait des reproches à cette église, mais pas que des reproches. Oui. Dieu lui donne aussi ses qualités. Mais en fonction des reproches, c'est-à-dire qu'il lui montre sa faiblesse, Jean te montre que le Christ dit au départ, il est personnifié par un caractère spécial, le Christ. Il n'est jamais présenté de la même façon à l'Église. Et il est présenté en fonction de la faiblesse de l'Église. Et durant les 7 églises, le Christ est présenté différemment. Parce que l'Église, dans le temps, la femme de Dieu, eh bien, à certaines périodes, elle va avoir certaines faiblesses et des forces. Mais face aux faiblesses, le mari, l'époux, il agit différemment pour pouvoir amener le changement. Pourquoi? Parce que le Christ est là pour pouvoir encourager la femme, l'Église, à gagner, à vaincre toutes ses peurs, à vaincre ses défauts.
Mais pour cela, il faut une qualité du mari qu'il présente. Et c'est ce que le Christ présente aux églises au début de l'Apocalypse. Tout ça pour dire que dans le couple, pour la relation du couple, eh bien, il y a des personnalités qui sont différentes, il y a des caractères, ça forme le caractère, on a chacun un caractère différent, on a des sentiments différents, mais cependant, le couple est appelé à s'unir, à croître, à réaliser eh bien, le summum, arriver à un niveau. Mais pour cela, eh bien, on a ensemble deux personnes, de deux personnalités différentes, de caractères différents, mais qui doivent conjuguer ensemble face aux problèmes, aux faiblesses de l'autre pour réussir. Et le problème qui arrive, et dans les relations du couple, est-ce que chacun reconnaît chez l'autre ses qualités, ses capacités de pouvoir lui venir en aide, de l'influencer, et vice-versa. Merci Moïse, merci Sandrine, merci également Eric de nous parler du changement, toutes les situations favorables ou pas au changement, est-ce possible ou pas, merci de nous. Je vous invite maintenant à passer à une seconde étape de l'émission où nous allons parler du conjoint, le maillon faible. Que faire de lui? Maintenant que je me rends compte que mon conjoint a des lacunes, des difficultés, ce que je n'avais pas prévu, ce que je n'avais pas programmé, et que cela perdure, que faire de lui? Le rejeter, lui donner congé, lui donner sa valise, le déposer au bord de la route? Je fais quoi? Et les vacances? Aujourd'hui, la belle question. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de couples vivent ce genre de situation et s'interrogent véritablement par rapport au devenir de leur couple, au devenir même de leur famille. Que faire de la personne avec qui on a le sentiment, oui, il y a une faiblesse récurrente. Eric disait tout à l'heure... Oui, parce que ça pèse sur la famille, ça tire vers le bas. C'est épuisant. Et c'est épuisant, c'est fatigant. tout à Donc fait. maintenant, comprenez les auditeurs qui vous écoutent là en ce moment et apportez-leur une réponse là ce soir. Je compte sur le pasteur, la médiatrice familiale et le psychologue. Eric disait justement, prenez ces caractéristiques-là que Jésus avait auprès de ces différentes églises, caractéristiques qui sont les siennes, d'accord, de fait, mais caractéristiques qu'il met en avant par rapport à ces églises-là. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas appelé à avoir des personnalités caméléons, mais quelque part, dans la logique de couple, on est appelé à s'adapter à l'autre. Mais à s'adapter à l'autre, non pas pour une espèce de stagnation. On est appelé à s'adapter à l'autre pour l'accompagner à son rythme vers ce qu'on a prévu dans le projet initial. Le projet initial, nous l'avons déjà développé ces derniers mois, c'est que l'amour puisse, plus régner, que l'on soit sous la houlette, qu'on respecte les l'ordonnance, la prescription de l'amour. Et lorsqu'on est dans cette logique, cela veut dire que cette personne-là, cette épouse, cet époux avec qui l'on est, on a le sentiment en fait qu'il y a des manques qui sont réels, qui sont récurrents, mais on va prendre une position pour aider, pour encourager, pour proposer, afin que l'autre maintenant puisse entrer dans cette logique de changement. Donc, si changement est possible. Changement est toujours possible. Changement est toujours possible à partir du moment qu'on le veuille. Et ça, c'est important cela. À partir du moment qu'on le veuille. Et maintenant,
je prends un exemple vite fait en tant que psychologue, il peut y avoir des problématiques mentales. La personne a un problème mental qui ne va jamais changer. Quelle position vais-je prendre? Est-ce que je vais estimer que je ne peux pas rester avec cette personne? Ça peut être aussi une problématique physique. Parce que une pathologie qui se déclare, quelle position vais-je prendre? Et dans certains cas, certains couples se séparent. Oui. Certains, on laisse tomber parce qu'on estime que c'est trop difficile. On ne va pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais simplement pour dire que c'est vrai qu'il y a des situations pénibles, difficiles, mais si cette situation maintenant se présente, il y a une raison. Et il y a une raison pour moi en tant que l'autre, de me repositionner pour activer une caractéristique, activer un tempérament, activer une typologie de personnalité qui va permettre à l'autre de se sentir accueilli. Parce que l'autre se retrouve malade, l'autre se retrouve en difficulté et l'autre est mal de sa maladie, de sa difficulté. Et comment l'aider à se sentir bien, à bien vivre la chose. Et donc, on n'est pas simplement là, parce que le mariage, très souvent, dans les bons, comme dans les mauvais. Pour le meilleur comme pour le pire. Bon, alors, voyons. Le temps nous fait des fous. Mais il y a certaines personnes qui disent, bon, je suis toujours dans le pire. Il est temps que j'ai un peu de meilleur. Voilà. Et on va chercher le meilleur. Mais le pire en question ou le meilleur en question, c'est ensemble. Le meilleur en question, c'est ensemble qu'on le construit. C'est dans quelle mesure, bon, si on est d'accord, bien sûr, qu'on construit ce meilleur-là, afin de sortir par le haut, quelle que soit la situation. Moi, c'est cela, en fait. Et je parlais tout à l'heure de personnalité souple. Dans quelle mesure il y a cette souplesse, il y a cette douceur, il y a cette tendresse, il y a ce désir-là de voir l'autre élevé. Alors là, j'ai hâte d'entendre Sandrine parce que là, c'est sûr, en tant que médiatrice familiale, elle a certainement eu l'occasion d'avoir ces cas. Oui, il y a des cas où, bien sûr, le partenaire, il fait l'inventaire complet des faiblesses de l'autre. Et ça, c'est très fréquent, c'est très facile pour chacun de nous, pour moi aussi, de faire l'inventaire des faiblesses de l'autre. Ça, il n'y a aucun souci à le faire. Maintenant, ce qui est important de questionner, c'est de se dire, est-ce que moi aussi j'en ai? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a chaque individu qui forme le couple, il y a quelque part trois entités. Il y a moi, il y a mon conjoint et il y a mon couple. Est-ce que je vais être d'accord pour dire que les faiblesses de l'autre affaiblissent mon couple? Donc, s'il affaiblit mon couple, il affaiblit le nous. Et dans ce nous-là, comment je m'intègre en tant que force? C'est ce qu'Éric expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire, si je m'intègre en tant que force, c'est sûr que le couple, il est mis à mal, il est affaibli. Seulement, quelque part, je vais aussi accepter ma faiblesse. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, on va donner un exemple vraiment qui fâche personne. C'était pas autant. Le budget, allez, il fâche un peu moins. Je ne vais pas partir sur l'infidélité ou d'autres choses qui fâchent énormément. L'infidélité, pas seulement en termes de partenaire, mais l'infidélité aux promesses, aux engagements. Alors, je pars sur le budget. D'accord ? Si, par exemple, le partenaire n'arrive pas à gérer le budget du couple, du foyer, est-ce que ça veut dire que moi,
qui sait gérer, j'accepte que cette faiblesse-là, elle est la nôtre à tous les deux. Et c'est souvent, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis, c'est facile de faire l'inventaire de la faiblesse de l'autre, mais est-ce que je m'intègre dans cette faiblesse? Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que je suis responsable de la faiblesse de l'autre. Parce que, Moïse le dit souvent, on a le libre choix d'agir, de ne pas agir. On a le libre arbitre. Donc, je peux, justement, c'est cette pénibilité, cet épuisement que tu es en train de décrire, je peux tout faire pour pouvoir supporter l'autre, mais c'est surtout, est-ce que je m'identifie en tant que faible aussi? Quelque part, est-ce que je vais dire, oui, c'est vrai, ce mois-ci, on n'a pas réussi à faire le budget, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faire le budget? Je ne dis pas que c'est chose facile, hein, parce que surtout, on a des dépensiers, comment on dit ça? Chroniques, compulsives, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Que, je dirais que il n'y a que l'intercession qui peut faire ça, c'est-à-dire se faire aider, mettre des gens là, mettre des tiers. Hein. L'intercession, c'est aussi ça. Se dire, bon, il a besoin d'aide, comment je vais mettre en place cette aide-là? Mais c'est surtout se dire, est-ce que dans cette faiblesse-là, je me sens concernée? Parce que souvent, dans la personnalité, on dit, ben, c'est rien que lui et lui. Pourtant, on parle du couple. Et le couple est cette entité particulière qui est formée de deux individus. Donc, est-ce que je me sens concernée par la faiblesse de l'autre? C'est-à-dire, est-ce que je suis solidaire à lui? Oui. Est-ce que je suis dans une solidarité? Est-ce que je fais couple? Oui, est-ce que je suis dans un soutien? Oui. C'est ça, est-ce que je fais couple? Est-ce que je fais couple? C'est ça. Parce que c'est là aussi la complexité de la chose, la complexité du couple et de l'amour, etc. C'est de se dire, ces faiblesses sont les miennes. Alors, ces forces sont les miennes. J'entends, là je m'adresse au pasteur, j'entends ce que vous dites et j'entends également ce que certains auditeurs et auditrices disent. Dieu m'a trompé. Ou Dieu m'a laissé me tromper. Oui. Pourquoi Dieu m'a laissé me trouver dans cette situation? Voilà. Ah oui, mais ça c'est sûr, c'est que Dieu c'est celui que nous tous nous voulons accuser. Hein? Parce qu'on a l'impression comme on ne le voit pas. On l'a prié. Comme on ne le voit pas. Non, on l'a prié. Oui, bien sûr. On lui a demandé. On a supplié. On a jeûné. On a fait tout ce qu'il fallait. Et c'est ce que disent beaucoup de personnes. Oui. Ils disent, mais pourquoi Dieu ne m'a pas empêché? Pourquoi Dieu ne m'a pas tout dit? D'accord? Alors, je dis toujours, quand nous devons prendre certaines décisions, je parle toujours des 4 phares. Je vais les reprendre aujourd'hui. Pour entrer au port, il faut que les 4 phares soient alignés. Le premier phare, c'est la parole de Dieu. En général, quand on regarde la Torah, les 5 livres de Moïse, ce Torah veut dire enseignement, il nous est rapporté dans ces 5 livres les choses les plus horribles qu'un homme peut faire. Et comment Dieu réagit face à cette situation. Et c'est l'enseignement qu'il faut faire ressortir de cette situation que Dieu veut nous faire connaître. On regarde ce livre-là et on voit que Dieu nous apporte beaucoup de renseignements, d'enseignements face à la situation de vie d'un homme, d'une femme, de 2 hommes, d'un parent avec les enfants et de l'homme avec Dieu. Et souvent, quand un homme doit prendre une décision, il regarde, il questionne Dieu. Soit il questionne Dieu, soit il ne le questionne pas. Et dans la Torah, on te montre comment, quand une personne doit prendre une décision, questionne Dieu et comment Dieu lui répond toujours. Ça peut prendre du temps, mais est-ce que quelquefois l'homme est suffisamment patient? Et comme Dieu ne donne jamais des épreuves au-delà de nos forces, cela veut dire que si Dieu prend du temps pour répondre, ça veut dire qu'on peut attendre. Il faut attendre. Et la parole de Dieu, elle nous parle. Donc, que dit Dieu dans ces situations? D'accord? C'est cela. Maintenant, deuxième phare, c'est le Saint-Esprit.
Jésus dit qu'il enverra le Saint-Esprit, demandera à son Père de l'envoyer, et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de son propre chef, mais il nous rappellera ce que le Christ a enseigné. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à prendre une décision, t'influencer dans une décision dont le Seigneur même ne t'encourage pas. Deuxième phare aligné. La troisième, c'est l'intuition. On a quelquefois des sentiments, on réfléchit à certaines choses et l'intuition, cela nous pousse à agir ou ne pas agir. Et quelquefois, il faut l'écouter. Mais il faut que ça soit aligné avec ce que le Saint-Esprit peut nous encourager à faire ou pas faire ou dire et la parole de Dieu. Et après, ça y a l'expérience. Soit on écoute souvent l'expérience, notre propre expérience que nous avons vécue, ou soit il y a toujours l'expérience des autres face à certaines situations. Et quelquefois, nous prenons des décisions, nous n'écoutons personne. Nous écoutons simplement notre cœur. Alors, quelquefois, des gens nous parlent, l'esprit nous parle, mais quelquefois, on dit, mais non, c'est pas cela. Et on ferme l'oreille de l'entendement. Et quand nous avons vécu cela, nous disons, pourquoi Dieu ne m'a pas empêché? Tout à fait. Et cependant, quand on rentre au fond de soi-même, on se rend compte, Dieu a toujours mis un élément là pour nous, soit pour nous encourager, soit pour nous décourager. Donc, le couple, quand le couple prend une décision pour eux, le couple doit questionner. Ils doivent se questionner, parler, d'accord, discuter, mais aussi de faire appel quand ils n'arrivent pas vraiment à trouver une solution. Un appel d'une personne, une tierce personne. Alors maintenant, quel est le conseil de notre psychologue à nos auditeurs, auditrices qui sont épuisés? Prenez du repos. Bon, oui, j'allais dire ça, prenez du repos. Mais on peut penser se mettre en repos du conjoint, de l'épouse, mais ce n'est pas cela en fait. Parce qu'en fait, ce n'est pas le conjoint ou l'épouse qui épuise. Je pense que c'est la perception que l'on a réelle, soit de ce que l'on vit avec cette personne. C'est-à-dire, c'est la façon dont l'on va réceptionner. Et donc, on est là encore dans un questionnement au regard de ma personnalité. Parce que oui, on peut se retrouver à vivre des choses difficiles tout en ayant une personnalité, tout en étant quelqu'un qui a bon caractère. À ce moment-là, on saura trouver les ressources pour gérer cela, cette chose difficile, ces temps difficiles, ces années difficiles. Et c'est important de trouver ces ressources quelque part en soi, mais particulièrement dans la façon dont je vais accueillir ces mésaventures. Nous sommes très souvent auteurs de notre malheur, tout en faisant de l'autre, des autres, les auteurs de notre malheur. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour minimiser ce que l'on peut vivre avec un partenaire, un conjoint, mais ce que je veux dire, c'est que la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que moi-même, je ne suis pas participant et fortement participant du malheur que je vis? Interrogez cela. Après, est-ce que moi, je suis prêt au changement? Donc, est-ce que je ne devrais pas moi aussi entrer dans une logique de changement? Entrer dans une logique de changement pour l'autre, pour elle, pour lui, et par la force de l'esprit. Je veux aussi leur dire que Dieu change mon statut. Dieu change mon statut. Et donc, Dieu est prêt à m'aider à changer, à me repositionner et à faire face. Par contre, le fait d'entrer en mariage a changé mon statut, m'a donné un autre statut qui devrait me faire du bien. Et donc, le conseil que je donnerai aux uns et aux autres, aussi si c'est véritablement dans la relation, dans les temps ensemble, que les choses se passent aussi difficilement, de façon aussi destructrice, cherchez d'autres temps, des temps aussi
comment dirais-je, je ne trouve pas mes mots, mais des temps favorables, des temps positifs, des temps de qualité, voilà. Des temps de qualité avec d'autres personnes, dans d'autres situations, pour vous ressourcer, pour vous regonfler, parce que ce n'est pas nécessaire d'être constamment là à se laisser maltraiter par quelqu'un. C'est pas cela, vivre une relation de couple. C'est aussi se ressourcer ailleurs, trouver d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres situations pour aussi se faire du bien. Et enfin, je dirais que cette relation délétère, oui, il faut la mettre entre les mains de Dieu et n'hésitez pas, encore une fois, à consulter et à reposer des questions, à voir ce qui pourrait être fait, comment les choses pourraient être faites, pour simplement que vous alliez mieux et voir comment vous pourriez tendre la main dans cette relation d'amour. Sandrine, en une phrase. Alors, en une phrase, c'est comment gérer sa douleur. Parce que la personnalité de l'autre peut en effet causer de l'épuisement et de la douleur. Et dans ce que Moïse a expliqué, en une phrase, je dirais que c'est une méthodologie de gestion de cette douleur de l'autre, certaines fois. Qu'il faut mettre en place. Qu'il faut, mettre en place. Le caractère, c'est ce qui doit être transformé. Le caractère. Et le caractère, c'est vraiment quelque chose que nous pouvons acquérir, un caractère qui soit différent. Parce que quand on se marie, c'est deux personnalités qui se marient. Mais le caractère jouera beaucoup sur notre personnalité. Cependant, quand deux personnes se mettent ensemble, c'est parce qu'au départ, ils ont un idéal. Ils ont cet idéal de pouvoir vivre, connaître le bonheur, apporter la joie à l'autre, recevoir. Et cela, c'est quelque chose que nous tous, nous pouvons vivre. Après ça, il faut se poser la question, pourquoi il y a certains, leur couple fonctionne très bien, et pourquoi d'autres, il y a des difficultés? Qu'est-ce qui fait que le couple de certains fonctionne très bien? Quelle est leur recette? On constate que les hommes et les femmes qui font confiance à Dieu pleinement et qui obéissent à Dieu quand Dieu les donne des prescriptions pour le couple, parce que ce qui concerne le caractère, le cœur, tout cela, la pensée, nous n'avons pas de pouvoir sur cela. Par contre, il y a quelqu'un qui peut influencer l'autre, sa pensée, son cœur, eh bien c'est Dieu. Se poser la question, pourquoi les personnes qui acceptent d'être chrétiens, des disciples du Christ, pourquoi dans leur vie, qui aussi rencontrent des difficultés, des problèmes comme tous les couples, pourquoi ils finissent par réussir? Après, si ça marche pour eux, pourquoi ça ne peut pas marcher pour moi? Si moi je veux rester sur ma position et que je veux que ça change et ma position est contraire à la position de ceux qui ont accepté que Dieu ou le Saint-Esprit est influencé sur leur vie, je ne dois pas m'attendre à des miracles chez moi. Mais si peut-être je veux changer, pourquoi ne pas faire confiance à celui qui peut influencer sur le caractère, qui peut permettre aussi par la suite qu'au niveau du couple, dans la relation du couple, qu'il puisse avoir du succès, même avec peine, mais réussi. Parce que quand on regarde le livre de l'Apocalypse, finalement, pour pouvoir finir, eh bien, on se rend compte que l'époux rencontre l'épouse qui est parfaite, irrépréhensible, sans tache. Ça veut dire que si je me base je prends comme modèle le Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse, on constate que l'Église va se soumettre à la prescription de son époux et l'époux sera là pour permettre à l'Église de réussir. Maurice Valsi, Sandrine Joinville, Éric Joinville, vous avez été des excellents intervenants dans ce débat personnalité et relations de couple.
vous, amis auditeurs, auditrices, merci de votre confiance renouvelée. À très bientôt sur Radio Vie Meilleure. C'était L'Homme sans masque sur les ondes de la 93.3 et le YouTube Live de Radio Vie Meilleure. Présenté, animé par Jean Holder. L'Homme sans masque.